Bonjour à nouveau. Donc, dans cette séance, nous allons parler de la cinématique des fluides ou alors des fluides en mouvement. Donc, pour décrire le mouvement d'un fluide, on va s'intéresser à une particule A en particulier qui va se déplacer et son déplacement va être décrit par un vecteur RA. Ce vecteur, il est fonction du temps et on peut dériver cette position par rapport au temps pour obtenir la vitesse de la particule. Donc, dRA sur dt égale AV. Pour un écoulement quelconque, eh bien cette vitesse, elle va être fonction de x, y, z qui détermine la position, mais aussi du temps t. Et ce vecteur vitesse va avoir trois composantes. Une composante u, qui est aussi fonction de x, y, z et t, une composante v et une composante w. Donc u, v, w étant chacune une composante selon x, y et z, donc selon les directions i, j et k. V est donc le vecteur vitesse et son amplitude v est égale à la racine carrée de u carré plus v carré plus w carré. Donc, on représente ici schématiquement notre particule qui est à ce niveau, donc qui est là, notre particule A, qui va se déplacer dans un repère OX, Y, Z, et sa position, donc RA de T, c'est le vecteur qui va de l'origine vers la particule A, et donc qui va changer avec le temps. Donc ici, c'est RA à l'instant T, et là, c'est RA à l'instant T plus delta T. Et donc là, c'est la position de la particule A à l'instant T plus delta T. Donc ça, c'est le cas d'un champ de vitesse quelconque avec trois dimensions et qui est instationnaire, c'est-à-dire qu'il dépend du temps T. Donc le champ de vitesse est quelque chose qui va être très important quand on étudie le mouvement d'un fluide. Bien sûr, le champ de vitesse est quelque chose que nous allons chercher à déterminer. Donc, nous avons plusieurs types d'écoulement. Pour un écoulement en 3D et stationnaire, on aura toutes les variables de l'écoulement qui vont dépendre des trois coordonnées spatiales x, y et z, mais qui sont indépendantes de t. En effet, on dit qu'un écoulement est stationnaire lorsqu'il n'évolue plus dans le temps, lorsqu'il ne change plus dans le temps. Ok, donc dans ce cas, on aura V de x, y et z qui est égal à U de x, y, z, i plus V de x, y, z, j plus W de x, y, z, k. Dans le cas où j'ai par exemple un écoulement en 2D instationnaire, toutes les variables de l'écoulement vont dépendre uniquement que de deux coordonnées spatiales, soit x, y, soit xz, soit yz, et de t. Donc, parce qu'ici, mon écoulement est instationnaire, ça veut dire qu'il change avec le temps. Donc, je vais retrouver le paramètre t dans l'équation du champ de vitesse. Donc, v de xy t sera égal à u de xy t i plus v de xy t j plus w de xy t k. Si j'ai un écoulement 2D stationnaire, donc à ce moment, je vais avoir les variables de l'écoulement qui dépendent de deux coordonnées spatiales, qui sont x et y, et qui sont indépendantes de t, donc je ne vois plus t dans l'expression de la vitesse. Et j'aurai v de xy égale u de xyi plus v de xyj plus w de xyk. Et c'est la même chose pour tous les autres champs scalaires ou vectoriels, tels que la pression, la température ou l'accélération. Donc la pression et la température, ce sont des champs qui sont scalaires, ce ne sont pas des vecteurs, mais l'accélération, comme la vitesse, c'est un champ qui est vectoriel. On va avoir deux façons différentes de décrire le mouvement. On a ce qu'on appelle l'approche lagrangienne,
et on a l'approche eulérienne. La description lagrangienne de l'écoulement va suivre la position et la vitesse des particules individuelles. Donc, elle va suivre individuellement la particule. Donc, imaginons que j'ai par exemple cette particule A, cette particule B, cette particule C. Eh bien, je vais suivre la position XA et la vitesse VA, la position XB, la vitesse VB, et pareil pour C avec XC et VC. Dans l'approche eulérienne, c'est différent. Je ne cherche pas spécialement à exprimer la vitesse d'une particule, mais j'étudie l'écoulement en fait dans un point de l'espace. Donc, j'étudie par exemple un volume de contrôle dans lequel va traverser un fluide et je regarde à un point fixe du fluide comment va varier la pression, la vitesse du fluide. Et donc, cette vitesse, elle peut varier en fonction de x, y, z et de t. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour illustrer cela, je représente ici une cheminée dans laquelle j'ai un écoulement de fumée. Si je regarde la particule dans l'écoulement, la particule A, je vais observer T, ou bien la température, par exemple. Ici, j'observe la température. Je vais observer la température de A à un instant T et je vais suivre la particule. Tandis que si je suis une approche eulérienne, je vais placer un capteur à une certaine position fixe, par exemple ici au point O, et je vais mesurer la température en ce point avec le temps. Donc, lorsque T varie, cette température, elle va varier aussi, mais je la mesure en un point fixe. La plupart des lois que nous connaissons en mécanique sont formulées dans l'approche lagrangienne. Typiquement, somme des forces égale ma. On est en train d'écrire la somme des forces relativement à une particule de masse m. Tandis qu'en mécanique des fluides, il peut être plus propice d'utiliser l'approche eulérienne. Donc, pour profiter, on va dire, ou bien pour appliquer ces lois de la mécanique sous l'approche eulérienne, il y a une partie du cours qui est consacrée à faire des développements mathématiques pour arriver à transcrire, on va dire, ces lois mécaniques sous la forme lagrangienne à la forme eulérienne. Et ainsi, elles vont donner 3 grands principes qui sont la base de la mécanique des fluides. Tout d'abord, la conservation de la masse, puis le théorème de l'air, et la conservation de l'énergie. Donc, nous allons les revoir dans ce cours. Par contre, je ne vais pas m'attarder sur la partie qui concerne la transcription des lois de la forme lagrangienne à la forme eulérienne. On va directement les définir et les expliquer dans la forme eulérienne. Voilà. Donc, aussi, il est important de pouvoir décrire le champ d'accélération de la particule. Donc, si on considère une particule qui se déplace le long d'une trajectoire, comme indiqué sur cette figure, la vitesse de cette particule, VA, est une fonction de la position, RA, et du temps. On peut écrire aussi que VA est une fonction de XA, YA, ZA et de T. XA, YA, ZA étant aussi des fonctions du temps. On cherche à déterminer l'accélération, sachant que X, Y et Z sont des fonctions du temps et définissent l'emplacement de la particule en mouvement. Le vecteur accélération A de T, c'est la dérivée du champ de vitesse, dVA sur dt. Quand j'écris la dérivée d'une fonction qui dépend elle-même, dont les variables sont elles-mêmes des fonctions, eh bien, on la formule sous la forme d'une dérivée totale. Donc, je dois écrire sa dérivée partielle par rapport au temps, plus sa dérivée partielle par rapport à x fois la dérivée de x par rapport au temps, plus la dérivée partielle de la vitesse par rapport à y, fois la dérivée de y par rapport au temps, etc. Aussi pour donc pour z aussi, donc j'ajoute aussi sa dérivée partielle par rapport à z,
fois la dérivée de z par rapport au temps. Et donc, j'identifie dans cette écriture la dérivée partielle de v par rapport à x, la dérivée partielle de v par rapport à y et la dérivée partielle de v par rapport à z. Et ces trois dérivées-là, en fait, ne sont autres que les composantes du gradient de vitesse. Et donc, dans cette écriture, j'identifie le dxa sur dt, le dya sur dt et le dza sur dt, qui sont les composantes du vecteur vitesse UA, VA et WA. Donc, je peux écrire que l'accélération, c'est la dérivée partielle de v par rapport à t plus le produit scalaire de UVA, les composantes du vecteur vitesse, et de d rond v sur d rond x, d rond v sur d rond y et d rond v sur d rond z, qui sont ici, donc on identifie bien les composantes du gradient de vitesse. Donc, je peux supprimer l'indice A et écrire tout simplement A égale d rond v sur d rond t, plus U d rond v sur d rond x, plus V d rond v sur d rond y, plus W d rond v sur d rond z. Parce que je peux l'écrire pour toute particule de l'écoulement. Donc, A ici est un vecteur. Donc, je développe l'écriture vectorielle de cette expression. Donc, j'aurai ceci pour chaque composante du vecteur accélération. J'aurai AX égale d rond U sur d rond T plus U d rond U sur d rond X, plus V d rond U sur d rond Y, plus W d rond U sur d rond Z. De même, pour AY, j'aurai la même chose, mais à la place de U, j'aurai le V. Et pour AZ, pareil, à la place de U, j'aurai le W. Donc ici, on a représenté la particule avec sa vitesse et son accélération. Donc les résultats précédents, on va le noter A égale dV sur dt, avec un D majuscule comme vous voyez, où l'opérateur D sur dt, c'est le d rond sur d rond t plus U d rond sur d rond x, plus V d rond sur d rond y, plus W d rond sur d rond z. On l'appelle aussi dérivée particulière. Et je peux aussi l'écrire sous forme de d rond sur d rond t plus V scalaire le gradient. Okay. Encore une fois, donc d rond sur d rond x, d rond sur d rond y et d rond sur d rond z, ce sont les composantes d'un vecteur gradient de quelque chose qui est entre parenthèses. Le long d'une ligne de courant, on va décomposer l'accélération de cette façon. On peut écrire que l'accélération, qui est un vecteur, c'est donc dv sur dt, c'est la somme de deux composantes, l'une selon s, selon la tangente à la trajectoire, et n selon la normale. Avec AS égale V d rond V sur d rond S et AN égale V carré sur R, avec R le rayon de courbure. Une notion importante dans cinématique, c'est la ligne de courant. Donc, on peut être intéressé à déterminer les lignes de courant d'un écoulement pour savoir tout simplement comment est-ce qu'il va se diriger. Donc, la ligne de courant, c'est une courbe qui est en tout point tangente au vecteur vitesse instantané. Donc, je représente dans un repère XY une particule qui est en déplacement. Elle va suivre une certaine ligne de courant. Et donc, au niveau de cette particule, je vais avoir une vitesse, je vais avoir son déplacement dr qui est décomposé en dx et dy. Et son vecteur vitesse, lui, est décomposé en u et v. Donc, deux composantes pour ce vecteur vitesse. Donc, cette particule qui est située au point xy, après un court instant, va se trouver au point x plus dx, y plus dy. Je vais considérer un arc de
de cette ligne de courant. Et je peux écrire que, sur cet arc, dr est égal à dxi plus dyj plus dzk. Donc, ce vecteur dr, il doit être parallèle au vecteur vitesse, parce qu'on sait que par définition, la ligne de courant est tangente en tout point au vecteur vitesse. Donc, dr, qui est tangent à la ligne de courant, est donc parallèle au vecteur vitesse. Et donc, v égale, lui par définition, ui plus vj plus wk. Et je peux écrire, puisque dr est parallèle à v, je peux écrire que dr sur v égale dx sur u égale à dy sur v égale à dz sur w. Donc, nous, on veut déterminer l'équation de la ligne de courant, y de x. Donc, comme le vecteur vitesse est tangent à la ligne de courant, je peux écrire que dy sur dx égale à v sur u. En reprenant cette égalité-là, je peux donc formuler ceci. Et alors, la ligne de courant aura pour équation y de x égale l'intégrale de v sur u par dx. Ici, on a représenté, on a illustré, si vous voulez, des lignes de courant en noir et en bleu, vous voyez des petits vecteurs qui représentent le champ de vitesse. Donc, pour vous montrer comment est-ce que les lignes de courant sont tangentes en tout point au vecteur vitesse. Une autre notion importante, c'est la trajectoire. Donc, à ne pas confondre avec la ligne de courant. La trajectoire, ce sera la ligne qui est suivie par la particule lorsqu'elle va se déplacer d'un point à un autre. Donc, la trajectoire, c'est typiquement une notion qui est lagrangienne. Et moi, je peux la déterminer de façon expérimentale en marquant la particule de fluide, soit par un colorant, soit par une fumée, etc. Je peux essayer de suivre une particule et suivre sa trajectoire expérimentalement de cette façon. Et la trajectoire, il n'est pas compliqué de la calculer, il suffit d'intégrer le vecteur vitesse si je le connais. Donc, je peux facilement déterminer la trajectoire de la particule à partir de ce vecteur vitesse, de son vecteur vitesse. Donc, la trajectoire, elle est identique au vecteur position de la particule. Donc, c'est x de t, y de t, z de t, sur un intervalle de temps fini. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la partie sur la cinématique des fluides. La prochaine séance que vous aurez donc, sera une séance de TD qui sera une application de tout ce que vous venez de voir. Puis, nous poursuivrons le cours avec la statique des fluides. Voilà, merci pour votre attention.